La douleur d'un père oublié est un fardeau lourd, mais la révélation d'un secret gardé pendant des décennies peut changer le cours d'une vie, exposant le véritable visage de ceux qui ont juré un amour éternel. Écoutez cette histoire jusqu'au bout et dites-moi ce que vous feriez à ma place. Dites-moi aussi de quelle ville vous m'écoutez, car peut-être votre réalité ressemble-t-elle à la mienne. La promesse que je me suis faite il y a longtemps est sur le point de se réaliser, et le destin de tous ceux qui m'ont un jour tourné le dos sera scellé par une vérité qui, jusqu'à présent, est restée cachée dans l'ombre du temps. Suivez chaque étape de ce voyage et découvrez comment la justice, bien que tardive, trouve son chemin quand on s'y attend le moins, révélant les cœurs et les intentions. Mon corps fatigué se traîne dans la maison silencieuse de l'hospice, chaque pas résonnant du vide qu'est devenue ma vie. L'odeur de la nourriture fade, autrefois remplacée par celle de la moisissure et de la solitude dans mon ancienne maison, domine désormais l'environnement, un rappel constant que j'ai été abandonné. La vision de mon vieux réfrigérateur, autrefois rempli de friandises pour mes petits-enfants, et maintenant des plateaux empilés de nourriture industrielle, est un portrait fidèle de ma propre existence. Mes yeux, autrefois pleins d'un éclat d'espoir, portent désormais la douleur d'innombrables nuits sans sommeil, où les souvenirs du passé se mêlent à un présent amer, m'étouffant dans une mélancolie profonde et presque insupportable. La vie que j'ai construite avec tant de sacrifices pour mes 6 enfants s'est effondrée sur moi, et maintenant seuls les murs froids de l'hospice me tiennent compagnie. Je regarde la seule photographie décolorée qu'on m'a autorisé à apporter, posée sur la petite table de chevet à côté de mon lit, une image d'un temps qui semble n'avoir jamais existé. Ma femme, Maria, avec le sourire qui illuminait toute obscurité, et mes enfants, petits, innocents, accrochés à mon cou, m'appelant héros. Ces sourires, autrefois si chaleureux, me semblent maintenant moqueurs, comme s'ils connaissaient le destin cruel qui m'attendait, l'abandon imminent. Je sens un nœud dans la gorge, un mélange de colère et de tristesse qui se relaie dans ma poitrine, rongeant le peu qu'il reste de mon âme. Chaque fibre de mon être crie pour un amour perdu, pour une famille qui m'a abandonné, me laissant à la dérive dans une mer de regrets et de désillusions. La douleur est une compagne constante, et à chaque battement de mon cœur elle s'intensifie, me rappelant mon insignifiance. L'humiliation d'être ignoré par ceux à qui j'ai consacré ma vie est un poids que je porte quotidiennement. Les rires lointains de mes enfants, désormais adultes, dans leurs vies indépendantes dans les grandes villes, sans place pour le vieil homme qui leur a tout donné. Le téléphone de l'hospice sonne, mais jamais pour moi. Les visites sont rares, rapides, pleines d'excuses boiteuses et de regards pressés qui évitent les miens, comme s'ils avaient honte de me regarder. Je me sens comme un fardeau, un bagage indésirable qu'ils traînent par obligation. Mes mains, autrefois fortes et calleuses par le travail de la terre et des chantiers, tremblent maintenant de fragilité, témoins silencieux d'une vie dédiée à construire un avenir qu'ils savourent sans même se souvenir de celui qui l'a bâti. L'abandon est une plaie ouverte qui ne cicatrise pas, et chaque jour la blessure semble s'approfondir. J'étais Josias, un homme d'environ 78 ans, mais mon histoire a commencé bien avant, dans un humble village de l'intérieur, où la terre était notre subsistance et la famille, notre havre de paix. J'ai grandi en apprenant la valeur du travail à la ferme, du lever au coucher du soleil, une houe à la main et la sueur coulant sur mon visage. Chaque graine plantée était un espoir de récolte abondante, et chaque jour une leçon de résilience. Ma vie a été forgée dans ce sacrifice, dans les plantations de maïs et de haricots, dans les maisons que j'ai aidées à construire brique par brique, et dans les petits artisanats que je vendais au marché. Tout cela avait un but plus grand, soutenir ma nombreuse progéniture de 6 enfants qui, un à un, sont arrivés pour égayer et défier notre vie simple. Ma Maria, ma femme bien-aimée, décédée il y a 10 ans, était la seule confidente de mes rêves, de mes luttes silencieuses et de mon amour inconditionnel pour chacun de nos enfants. Elle me voyait travailler sans relâche, rentrant à la maison avec le dos douloureux et les mains calleuses, mais toujours avec un sourire fatigué sur le visage et un regard plein d'espoir pour l'avenir que nous construisions ensemble. Nos repas étaient simples, mais empreints de tendresse, assis autour d'une table en bois rustique, partageant le peu que nous avions avec gratitude. Je me souviens d'elle cousant les vêtements des garçons à la lumière d'une lampe à pétrole, tandis que je leur racontais des histoires avant de dormir, et le son de leurs rires emplissait la petite maison. J'ai toujours donné la priorité à l'éducation et au bien-être de mes enfants, renonçant à mes propres rêves et conforts
pour qu'ils aient un chemin différent du mien. Mes chaussures usées étaient le symbole de mon renoncement, des distances que je parcourais à pied pour trouver un travail supplémentaire, tandis que mes enfants avaient les livres et les cahiers que je n'ai jamais pu avoir. Je me souviens de l'émotion de les voir partir pour l'école avec leur sac à dos simple, rempli d'un espoir que je nourrissais de chaque goutte de ma sueur. Je n'ai jamais râlé, jamais questionné, car je croyais que mon sacrifice serait la base solide de leur bonheur, et qu'un jour la réciprocité viendrait naturellement, comme la récolte après un long semis. Les jouets que je sculptais moi-même dans le bois, les cerfs-volants qui volèrent dans le ciel bleu de l'intérieur, étaient de petits gestes d'un père qui voulait voir ses enfants sourire, même avec peu de moyens. Je passais des heures dans le petit atelier à l'arrière de la maison, transformant des bouts de bois en petits chevaux et voitures, ou fabriquant des cerfs-volants avec du bambou et du papier de soie. Leur sourire lorsqu'ils recevaient ces cadeaux simples était ma plus grande récompense, valait chaque heure supplémentaire de travail. Il n'y avait pas d'argent pour les luxes, mais il y avait une abondance d'amour et de dévouement. Je croyais que ces moments simples de joie seraient les graines qui germeraient dans un avenir d'union et de gratitude, des liens indélébiles que le temps n'effacerait pas. Mes valeurs, transmises par mes parents et renforcées par Maria, étaient l'honnêteté, la loyauté et une foi inébranlable. Je leur ai appris à respecter autrui, à travailler avec dignité et à ne jamais oublier leurs racines. Je me souviens des conversations la nuit, sous le ciel étoilé de la campagne, où je racontais des histoires de persévérance et de foi, essayant de leur inculquer l'importance d'être des gens bien, quelles que soient les difficultés. Je croyais que ces piliers moraux seraient la fondation de leur vie, plus important que toute richesse matérielle. Je les voyais grandir, chacun avec sa personnalité, mais tous avec mon sang, et l'espoir qu'ils porteraient en eux ces valeurs que je chérissais tant. Les mains calleuses, les rides profondes sur mon visage, chacune racontait une histoire de sacrifice. C'étaient les marques visibles d'une vie entière dédiée à la famille, sans retenue, sans questionnement. Les nuits blanches, les soucis pour le pain sur la table, les maladies qui frappèrent la maison et qui exigeaient encore plus d'efforts. J'étais toujours là, présent, un pourvoyeur silencieux qui embrassait les défis sans ciller. Mon corps vieillissait, mais la flamme de l'amour pour eux ne s'éteignait jamais. Je les voyais partir un à un pour la grande ville, en quête de leur propre chemin, et mon cœur se remplissait de fierté et d'une pointe de nostalgie, mais aussi d'une conviction inébranlable que l'avenir serait grandiose pour tous. Renoncer à mes propres rêves était un prix que je payais avec le sourire. Mon désir d'avoir une petite maison avec un verger ou de voyager pour découvrir d'autres terres était toujours reporté au profit de payer les études de mes enfants, de leur offrir une chance que je n'avais pas eue. La dignité de voir mes enfants prospérer était mon plus grand luxe. Je me souviens de m'asseoir sur le porche de la ferme, observant le coucher du soleil et imaginant l'avenir brillant qui les attendait, un avenir rendu possible grâce à mon effort silencieux. Chaque renoncement était une brique de plus dans la construction de leur avenir, une contribution que je croyais serait reconnue et valorisée, non par obligation, mais par un amour réciproque. La maison, autrefois bruyante et pleine de vie avec les courses des enfants, s'est vidée peu à peu, à mesure que mes enfants grandissaient et construisaient leur propre famille. Le silence qui s'est installé était lourd, mais je le comblais de souvenirs, avec la certitude que mon héritage vivait en chacun d'eux. Les fêtes de fin d'année, qui réunissaient autrefois tout le monde, sont devenues rares, les excuses plus fréquentes. Mais moi, dans ma naïveté de père, je trouvais toujours une justification, un espoir que la distance n'était que physique et non du cœur. Je m'accrochais à la foi, croyant que la base que je leur avais donnée était assez solide pour résister à toute épreuve, et que l'amour prévaudrait. J'ai vieilli en étant un pourvoyeur silencieux, et la dignité était mon bouclier. Je n'ai jamais rien demandé en retour, seulement la présence, l'affection. Les rides sur mon visage étaient une carte des batailles gagnées, des sacrifices faits. La sueur de décennies s'est transformée en la prospérité de mes enfants, et j'en étais fier. Je me sentais patriarche, le fondement d'une famille que je croyais unie et forte. Mon cœur, plein de générosité, ne gardait pas de rancune, seulement l'espoir qu'un jour, la roue de la vie me ramènerait la chaleur de leurs embrassades, le son de leur voix mlade système, m'appelant papa, et la certitude que tout mon effort n'avait pas été vain, mais était la graine d'un amour éternel et inconditionnel. La graine de l'injustice a été plantée subtilement, presque imperceptiblement au début.
Les conversations qui duraient des heures au téléphone, pleines de rires et de conseils, ont commencé à être coupées brusquement, avec des excuses précipitées de rendez-vous urgents. Les regards qui exprimaient autrefois affection et admiration sont devenus froids, distants, comme si j'étais un étranger auquel ils ne consacraient que la formalité d'un contact. Les promesses de visite, autrefois si fréquentes, s'évanouissaient dans l'air, se transformant en vide que j'essayais de combler avec des souvenirs, mais qui ne faisaient qu'accroître le sentiment d'abandon. Je sentais que quelque chose changeait, un mur invisible se dressait entre nous, et moi, dans mon obstination de père, je refusais de l'accepter. Les exclusions sont devenues plus subtiles, mais plus douloureuses. Les déjeuners du dimanche, qui étaient autrefois l'essence de notre union, sont devenus réservés à la famille proche. Et moi, le patriarche, j'ai été exclu, sans invitation, sans explication. Les photos postées sur les réseaux sociaux, où tout le monde souriait, faisait la fête sans ma présence, étaient comme des coups de poignard dans ma poitrine. Je voyais leur vie prospérer, leur succès se multiplier, et à chaque nouveau succès, la distance entre nous semblait s'accroître. C'était comme si ma figure, celle du père qui les a élevés, devenait un embarras, un souvenir d'un passé humble qu'ils préféraient oublier dans leur ascension sociale, me transformant en un poids. La famille a cessé de me voir comme quelqu'un de précieux. Mes conseils, autrefois si recherchés, étaient désormais ignorés, mes opinions écartées. J'étais le vieil homme qui ne comprenait plus le monde moderne, dont les histoires du passé n'étaient qu'un fardeau pour leurs vies accélérées. Je me sentais invisible, comme un fantôme dans ma propre maison, un écho d'une présence qui n'importait plus. Les conversations autour de moi s'arrêtaient lorsque je m'approchais, les chuchotements devenaient silence, et je savais qu'ils parlaient de moi, mais pas avec moi. L'humiliation d'être traité comme un fardeau dans ma propre maison, à laquelle j'avais tant donné, était un poison lent, rongeant mon âme. La solitude est devenue ma compagne constante. Les nuits étaient longues, remplies uniquement du bruit du silence et des souvenirs d'un passé qui semblait si lointain, si irréel. Je marchais dans les pièces de la maison, touchant les objets qui avaient autrefois été témoins de rires et d'affection, et je ne ressentais que la froideur de l'abandon. Mes enfants, désormais avec leurs propres vies et familles, ne se rendaient pas compte de la douleur qu'ils me causaient, de la blessure ouverte qui refusait de cicatriser. Je les voyais dans leur voiture neuve, leur grande maison, leur vie confortable, et je me demandais où j'avais échoué pour mériter un tel mépris après une vie de dévouement inconditionnel, un amour sans mesure. L'humiliation voilée a atteint son paroxysme lorsque j'ai eu besoin de soins médicaux. Une chute bête qui a entraîné une fracture du bras a été le catalyseur d'une triste constatation. Aucun de mes enfants ne s'est proposé de m'accueillir. Les excuses étaient variées. Je n'ai pas le temps. L'appartement est petit. Nous n'avons pas les moyens. J'ai été relégué à la solitude d'un hospice précaire, un lieu où la douleur et le manque étaient les seuls compagnons constants. Chaque jour, je voyais d'autres personnes âgées recevoir des visites, ressentir la chaleur de l'affection familiale, et je me sentais comme un poids, un fardeau, rejeté comme un vieil objet inutile. Ce fut la goutte d'eau, la confirmation que mon sacrifice avait été vain et que l'amour que j'avais offert n'avait pas trouvé d'écho. Ce que mes enfants n'ont jamais su, c'est que, dans mon passé de privation, je gardais un secret puissant, un trésor que je comptais utiliser pour leur bien, mais qui est maintenant devenu la clé de ma propre rédemption. Il y a des décennies, lorsque j'étais un jeune homme plein de rêves et de force, j'ai travaillé sans relâche dans une mine d'or lointaine, un endroit où le soleil brûlait et la sueur coulait à flot. Au milieu de la poussière et de la fatigue, la chance m'a souri de manière inattendue. Par hasard, mes yeux ont capté un éclat différent sur les parois humides de la mine. Une petite veine de pépites d'or pur, cachée dans une fissure que personne d'autre n'avait remarquée. Mon cœur s'est emballé et l'incrédulité m'a envahi. Au lieu de dépenser cet or immédiatement, impulsivement, une idée a mûri dans mon esprit, lors des nuits blanches où je rêvais d'un avenir meilleur pour ma famille. Je l'ai caché soigneusement dans un coffre rustique que j'ai construit moi-même, et je l'ai enterré sous un vieux chêne sur la propriété de notre ancienne ferme, un lieu oublié de tous, où les racines profondes de l'arbre gardaient mon secret. À chaque pépite déposée dans le coffre, je voyais le visage de Maria, le sourire de mes jeunes enfants et la promesse d'un avenir sûr pour eux. Cet or n'était pas pour moi, il était pour eux, un geste silencieux d'amour et de provision, un cadeau que je souhaitais offrir au moment opportun.
Au fil des ans, avec la vente de petits terrains hérités et les économies réalisées à la sueur de mon front et par chaque travail supplémentaire que je prenais, Josias a investi discrètement ce capital. Avec l'aide d'un ami banquier, le seul à connaître mon petit trésor et qui m'a aidé à le gérer, j'ai entamé un parcours d'investissement dans les actions d'une entreprise technologique prometteuse, suivant ses conseils. Mon argent, autrefois sous forme de pépites, s'est multiplié en chiffres, accumulant une fortune considérable, estimée à plusieurs millions de réais. Mon plan était d'utiliser cette richesse pour garantir la sécurité financière de mes enfants et petits-enfants, un dernier geste d'amour et de provision. J'avais déjà rédigé un testament détaillé, précisant comment la fortune serait divisée, mais en gardant l'existence de l'or secrète, car mon fils Miguel, le plus ambitieux, m'avait fait promettre de ne jamais révéler l'origine de certains investissements initiaux que Josias avait faits pour l'aider dans son premier et fructueux commerce. Après avoir été abandonné à l'hospice, Josias a ressenti un mélange de profonde tristesse et d'une révolte indomptable, la vision de mes enfants vivant confortablement dans leur vie prospère, tandis que je dépérissais dans la solitude et l'indifférence, a été le déclencheur, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de ma patience. Cet or, ces actions, tout ce que j'avais accumulé avec tant de sacrifices, ne serait plus un cadeau inconditionnel. Il deviendrait un outil, un instrument pour rétablir l'équilibre, pour que la justice, bien que tardive, puisse prévaloir, et pour qu'ils ressentent le poids de leur choix. L'innocence s'est dissipée, et à sa place est née une lucidité stratégique, silencieuse, mais puissante qui m'a poussé à agir. Avec l'aide d'un avocat discret, un homme de confiance qui connaissait mon histoire et compatissait à ma souffrance, Josias a commencé à agir en secret. La première étape a été de modifier mon testament, un document qui destinait autrefois ma fortune à tous mes enfants de manière égale. Désormais, les lignes ont été réécrites avec une froideur calculée, déshéritant ceux qui m'avaient abandonné et dirigeant une grande partie de ma fortune vers des institutions caritatives qui s'occupent des personnes âgées et des enfants abandonnés, et vers un petit-fils éloigné, le fils de ma plus jeune fille, qui, malgré l'indifférence de ses parents, m'a toujours rendu visite et m'a témoigné une affection sincère. Les mots, qui autrefois portèrent l'amour, résonnaient désormais d'une leçon silencieuse et irréfutable. Le contraste entre ma douleur et ma force silencieuse était évident. Je ne réclamais pas d'attention, je ne faisais pas d'esclandre. Ma stratégie était chirurgicale, pensée dans les moindres détails. La prochaine étape fut un courriel énigmatique envoyé à tous mes enfants. Le message était court, direct, mais chargé d'une allusion subtile et calculée. Le secret qu'un de vous m'a fait promettre de garder est sur le point d'être révélé. Je savais que ces mots seraient comme un éclair, frappant directement la conscience de Miguel et éveillant la curiosité et la peur chez tous les autres. Le tournant silencieux avait commencé, et le jeu était désormais entre mes mains, chaque mouvement calculé pour les surprendre tous. La nouvelle de la possible révélation du secret s'est répandue comme une traînée de poudre parmi mes enfants, une fumée d'incertitude et de cupidité qui a éclipsé tout vestige d'affection. Soudain, le téléphone de l'hospice, qui restait auparavant silencieux, s'est mis à sonner sans cesse, avec des appels de numéros inconnus que je savais être les leurs. Des fleurs exotiques, des paniers de cadeaux remplis de mets coûteux et des visites inattendues à l'hospice ont surgi de nulle part, comme par magie. Mes enfants, autrefois absents et indifférents, rivalisaient désormais pour attirer mon attention avec des mots doux, des promesses de soins et des excuses boiteuses qui sonnaient creuses et artificielles, chacun craignant que le secret de Miguel ne les affecte ou que la fortune ne soit détournée, loin de leur poche. Je les recevais avec le calme de celui qui s'attendait à cette réaction, gardant le contrôle de la situation, un sourire subtil et presque imperceptible sur mes lèvres ridées. Ils s'asseyaient à mes côtés, essayant de déchiffrer mon regard, leur voix chargée d'une fausse sollicitude. Le fils qui ne m'avait pas appelé depuis des mois m'apportait maintenant des gâteaux et parlait des bons vieux temps. La fille qui m'avait évité à l'hôpital me prenait maintenant la main avec une affection que je savais forcer. J'observais chaque mouvement, chaque mot, chaque geste forcé, sans me laisser duper par les apparences, car je savais que l'éclat dans leurs yeux n'était pas de l'amour mais un pur intérêt, une curiosité vorace pour la révélation. L'absence précédente contrastait désormais douloureusement avec l'hypocrisie ultérieure, un miroir reflétant l'hypocrisie de leur cœur. Ils parlaient de me sortir de l'hospice, de m'emmener dans leur maison luxueuse, mais je savais que ces promesses
n'étaient que des appâts pour attraper le poisson doré qu'ils imaginaient caché. Mon cœur, bien que blessé par tant de mépris, ne montrait pas de faiblesse mais une froideur calculée. Je les écoutais, hochais la tête, mais au fond, une voix me disait que l'amour qu'ils affichaient n'était pas sincère et que le véritable visage de la famille ne se révélerait que lorsque le secret serait dévoilé. Ma décision était déjà prise, et le temps se chargerait d'exposer la vérité nue et crue. Le dilemme moral final de Josias était profond et résonnait dans chaque fibre de mon être. Allais-je exposer le secret de Miguel et, par extension, la vérité sur ma fortune, pour punir l'ingratitude de mes enfants, ou opterais-je pour une justice silencieuse, les laissant dans l'ignorance de la fortune perdue, tandis que je l'utiliserais pour aider ceux qui en avaient vraiment besoin, ou pour trouver ma propre paix et rédemption. La balance de la justice pesait dans mes mains, et la décision que je prendrais scellerait non seulement leur destin, mais aussi le mien. La tentation de voir la déception sur leur visage était grande, mais la dignité m'empêchait de m'abaisser au niveau de la vengeance. Josias a décidé de ne pas se venger explicitement, mais d'appliquer une justice silencieuse et percutante. J'ai convoqué tous mes enfants pour une réunion à l'hospice sous prétexte d'une révélation importante. La tension était palpable, les regards anxieux. J'ai révélé l'existence d'un grand secret, un trésor que j'avais accumulé tout au long de ma vie et qui, dans mon testament, serait divisé différemment de ce qu'ils attendaient. Mais je n'ai pas révélé sa nature exacte, laissant Miguel en suspens, sachant que la peur de l'exposition serait sa propre punition, le tourment quotidien d'une vérité qu'il implorait de garder secrète. La fortune, pour la majeure partie, serait donnée à des institutions caritatives, et une somme symbolique serait laissée uniquement à mon petit-fils éloigné, celui qui m'a toujours rendu visite et m'a témoigné une affection sincère, montrant que le véritable héritage n'était pas dans l'argent, mais dans les liens d'affection. Face à la froideur et à l'intérêt, comment réagiriez-vous si vous découvriez que la véritable richesse d'un père ne résidait pas dans ce qu'il possédait, mais dans ce qu'il a caché pour se protéger de l'ingratitude de ceux qu'il aimait le plus? Mon voyage a été long, marqué par des sacrifices, des douleurs et un secret qui, pendant des décennies, fut mon fardeau et maintenant ma rédemption. Et vous? Auriez-vous pardonné ou laissé sentir dans leur chair ce que c'est que d'être méprisé, d'avoir sa dignité piétinée et son amour ignoré?